Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info pour votre JT. Voici les titres qui font l'actualité de ce mardi 16 juillet. Le prince Albert II en visite dans le Lot-et-Garonne. Il s'est rendu à Duras lundi pour un déplacement dans l'un des fiefs de la famille Grimaldi. Nous rejoindrons sur place Vanessa Dessy dans quelques instants. J-3 avant le gala de la Croix-Rouge monégasque. Au-delà d'un rendez-vous mondain, il s'agit avant tout d'un événement qui permet de lever des fonds au profit de la Société nationale et ainsi assurer ses actions tout au long de l'année. Nous en parlerons avec le secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque, Frédéric Platini. Nous resterons dans le domaine de la solidarité avec la No Finish Line qui a récolté plus de 315 000 € lors de la 24e édition. Nous mettrons en valeur dans ce JT cette formidable chaîne de solidarité. Et puis, êtes-vous plutôt mer ou montagne, voyage organisé ou à la dernière minute? Ce soir, nous avons voulu vous donner les meilleurs conseils pour préparer au mieux vos vacances. Fabrice Doumergue, du Guide du Routard, vous livrera tous ces bons plans et astuces. Et peut-être que vos vacances cet été vous mèneront dans le sud-ouest de la France, là où son Altesse Sérénissime le Prince Albert II s'est rendu lundi pour un déplacement dans l'un des territoires liés historiquement à sa famille. Le souverain était en visite à Duras, dans le Lot-et-Garonne, une petite commune de près de 1300 habitants liée au Grimaldi depuis le XVIIIe siècle. Rejoignons sur place Vanessa Dessy qui a suivi ce déplacement avec Alexandra Marangoni. Perché sur une colline verdoyante du sud-ouest de la France, le château de Duras se dresse fièrement, témoin d'une histoire riche et mouvementée. Fondé au XIIe siècle, il a véritablement traversé les âges. Avec sa vue imprenable sur la campagne environnante et ses salles somptueuses, chaque pierre, chaque couloir raconte une histoire, mêlant légende et réalité. Au XVIIIe siècle, ce château entre dans l'histoire des Grimaldi. Qu'en 1777, un 15 juillet, nous sommes le 15 juillet 2024, le futur prince Honoré IV de Monaco épouse Louise de Montmazarin, qui n'est autre que la petite fille du 4e duc de Duras. Et donc le prince de Monaco descend de l'illustre famille de Durfort, qui a bâti au début du XVIIe siècle un temple protestant, puisque cette famille de Durfort s'était convertie au protestantisme, et cette église est rendue au culte catholique en 1685, évidemment au moment de la révocation de l'édit de Nantes, et c'est cette église que le prince souverain a aidé à restaurer et dont il a inauguré les travaux ce matin. Nichée au cœur du village et datant du XIIIe siècle, l'église Sainte-Marie-Madeleine de Duras a récemment retrouvé sa splendeur d'antan. Grâce à une restauration minutieuse, les artisans ont travaillé avec passion et précision, redonnant vie aux pierres anciennes et aux vitraux colorés. Son originalité, c'est d'avoir été un temple avant d'être une église. Il y a eu des travaux importants sur cette église dans les années 1930. Et notamment l'intervention d'un peintre, Giacomo Mazzutti, qui a donné tout ce décor que l'on retrouve à l'intérieur de l'église. Et ce décor a été altéré par différents problèmes, notamment de remontée d'humidité, des problèmes de toiture. Et donc il a fallu remédier à ces problèmes et après restaurer les peintures. La restauration de l'église Sainte-Marie-Madeleine de Duras témoigne ainsi de l'attachement profond du village à son patrimoine historique. Une commune du Lot-et-Garonne de 1250 habitants à peu près, aux confins du Lot-et-Garonne, loin de Bordeaux, loin d'Agen, mais une autonomie particulière puisque nous avons une petite communauté de communes et des projets locaux en dynamique avec les acteurs du territoire. Le château où nous sommes actuellement, la tour porche que nous allons restaurer bientôt, le temple devenu église, tous ces monuments ont été construits par les aïeux du prince. Et donc c'est un lien, peut-être entre nos deux rochers, le promontoire du château ici et le rocher de Monaco. Cet effort de préservation n'est pas sans rappeler les liens historiques et culturels tissés entre Duras et la principauté. C'est toujours une joie de venir ici à Duras, de voir, d'abord d'aller au contact de la population, de voir la rénovation de l'église, et de voir tous les travaux qui ont été faits ici au château pour sa rénovation, pour son réameublement, et de voir voilà, que c'est une commune qui
se bat pour son patrimoine, qui veut le valoriser. Je suis très heureux que aussi cette association des sites historiques permet d'accompagner ces valorisations de territoire et de patrimoine. Et très heureux de cette deuxième visite qui en appelle bien sûr une troisième, parce qu'il faudra bien voir la fin de ces travaux de réaménagement et de réameublement qui sont chers à Madame le maire et à tout le conseil municipal. Le château de Duras offre de nombreuses animations comme ce spectacle grandeur nature, l'occasion d'entrer dans le monde majestueux de la fauconnerie avec des oiseaux méconnus et en voie d'extinction. Ces liens étroits qui remontent à des décennies ont favorisé un échange riche, renforçant ainsi l'amitié entre la principauté et Duras. De retour à Monaco pour aborder l'un des événements les plus prestigieux de la principauté, J-3 avant le gala de la Croix-Rouge monégasque à la Salle des Étoiles, pour parler de cette 75e édition qui accueillera notamment le groupe britannique Jamiroquai. Nous avons rencontré le secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque, Frédéric Platini. Un entretien réalisé et enregistré avec Thomas Deus, Alexa Vial et Clélia Renaud. Bonsoir Frédéric Platini. Bonsoir Émilie. Merci de nous avoir rejoints en plateau pour évoquer donc le gala de la Croix-Rouge monégasque. Il aura lieu le 19 juillet prochain et cela sera déjà le 75e du nom. C'est ça, un vendredi soir. Donc je recommande aux gens d'arriver à l'heure. C'est 8 heures décrit sur l'invitation pour éviter les bouchons classiques à l'entrée du Sporting de Monaco. Est-ce que c'est propre à Monaco d'organiser un gala comme celui-ci ou toutes les sociétés nationales en organisent un? Pas toutes. C'est propre à Monaco d'avoir un gala avec cette ampleur. Cette année, on a des Américains qui viennent pour voir comment organiser leur gala à Palm Beach, pour prendre exemple sur la Croix-Rouge monégasque. Pour fêter cet anniversaire, l'événement accueille à chaque fois des artistes de renom. Cette année, ça sera le groupe britannique Jamiroquai. C'est vraiment ce qui fait la renommée du gala. Il y a plusieurs éléments qui font la renommée. C'est les invités qui sont là, c'est aussi l'artiste, bien sûr, c'est aussi l'œuvre d'art. Cette année, l'œuvre d'art, c'est Wim Delvoye qui nous l'offre. C'est un artiste vraiment reconnu. Donc c'est tout un ensemble, le feu d'artifice et puis la soirée qui se prolonge. Ouais. C'est un ensemble de choses qui font la spécificité du gala monégasque. Voilà, parce que ce gala est important pour soutenir les actions à l'année de la Croix-Rouge monégasque. Alors c'est l'occasion pour nous de remercier la population monégasque, les autorités monégasques qui sont présentes et aussi nos donateurs, c'est clair. Et le gala en lui-même, ça représente à peu près un tiers des fonds qu'on arrive à récolter durant l'année. Il est nécessaire, ce gala? Pour nous, pour la Croix-Rouge monégasque, oui, c'est clair. Je pense pour la communauté monégasque aussi, parce que ça marque, je dirais, une bonne partie de l'été et le départ des vacances pour certains. Quelles sont les actions qui vont être soutenues grâce aux fonds récoltés? Les fonds récoltés, ils viennent dans les œuvres générales de la Croix-Rouge, ça veut dire c'est l'ensemble des sections qui en bénéficient, vous les connaissez, c'est tout ce qui est secourisme, formation, service social, l'international, la crèche-garderie, donc c'est nos actions en général. Il n'y a pas une activité spécifique qui est fléchée par les fonds récoltés au gala. Il y a des actions qui vous mobilisent encore plus en cette période estivale? En cette période estivale, l'action sociale, elle est assez développée avec des familles qui ont des problèmes à boucler les fins de mois avec les questions d'aide alimentaire, d'aide au logement. Donc ça, le social reste bien présent. On a quand même le secourisme qui est présent aussi sur toutes les manifestations monégasques à longueur d'année. Et depuis 2 ans, on est quand même bien affecté par les questions de migration, les mineurs isolés qui sont aussi bien en France et en Italie, sur lesquels la Croix-Rouge monégasque intervient. Vous parlez de secourisme, vous allez être grandement mobilisé, j'imagine, le dimanche 21 juillet pour la dernière étape du Tour de France. On va être mobilisé pour le Tour de France, mais on va être mobilisé aussi pour les Jeux Olympiques. On a reçu une demande de la Croix-Rouge française pour que nos secouristes puissent être mis à disposition des équipes françaises. Là, nous sommes au mois de juillet. S'il fallait faire un bilan des 7 premiers mois écoulés de l'année, de vos actions, lequel serait-il ? C'est une activité très soutenue à Monaco, notamment sur la partie formation. On forme jusqu'à 5000 personnes par an sur Monaco. Ça veut dire 1/8 de la population qui est formée aux gestes de premier secours. C'est un déménagement dans des nouveaux locaux, donc ça c'est un plaisir pour nous parce que nos équipes vont pouvoir accueillir, je dirais, les bénéficiaires aussi bien du social que du secourisme dans de meilleures conditions. Et c'est une activité internationale avec des crises qui se multiplient qui est quand même assez soutenue. L'activité ne désemplit pas Non, je ne crois pas que ce soit la vocation de la Croix-Rouge monégasque. Toujours mobilisée. Exactement. Merci beaucoup Frédéric Platini. On rappelle donc le gala de la Croix-Rouge le 19 juillet à la Salle des Étoiles. Exactement. Merci Émilie.
Solidarité toujours avec la No Finish Line Monaco. Cet événement, vous le connaissez tous. Il a lieu chaque année du côté de Fontvieille et vous invite sur un circuit où chaque kilomètre parcouru représente 1 euro reversé à l'association Children and Future. Dernièrement, les organisateurs ont réuni leurs partenaires pour une remise de chèques. Plus de détails dans ce reportage de Fabien Bonilla et Olivier Bonello. Vous y avez peut-être contribué. La 24e No Finish Line a mobilisé en novembre dernier plus de 10 000 participants qui ont parcouru 315 561 km, soit 315 561 euros reversés en faveur d'enfants malades ou défavorisés. Children and Future, l'association qui gère les montants récoltés lors de la No Finish Line, a organisé la remise des chèques aux associations qui en bénéficieront cette année. Cette soirée représente la concrétisation de tout ce qui résulte de la No Finish Line et de cette formidable chaîne de solidarité entre les sponsors, les bénévoles, les coureurs, les marcheurs. Donc ça va nous permettre de montrer tous les beaux projets qu'on a pu financer grâce à cette course. Au total, uniquement pour cette dernière édition, 36 projets ont été financés. Plus de 140 000 euros à Monaco, environ 55 000 euros en France, près de 27 000 euros dans le reste de l'Europe, 72 600 euros en Afrique et enfin 20 000 euros en Asie. On a toujours Monaco Collectif Humanitaire, ça maintenant, bon, je pense que tout le monde connaît. Après, on a aidé pas mal de projets en France, notamment la maison d'Adrien qui accueille des enfants qui sont chimio à l'hôpital de Nice et qui est un centre de vacances. Après, on a financé un vélo électrique avec Ariol pour une association d'handicapés en Italie. On a financé aussi au Népal, on avait aidé à une construction d'une école maternelle, donc on a financé les installations. Après en Arménie aussi, on a financé un tableau interactif pour les jeunes. Après au Maroc aussi, on a aidé Cœur de Gazelle justement avec leur caravane médicale pour aider les enfants nomades qui en fait n'ont pas la possibilité d'être vus par des médecins s'il n'y avait pas cette caravane. Donc c'est vrai que c'est divers et varié. Depuis le début de la No Finish Line, en 24 éditions, plus de 185 000 personnes ont participé à cet élan caritatif. Ces coureurs ou marcheurs ont parcouru plus de 4 800 000 km, ce qui représente plus de 5 millions d'euros récoltés au profit d'enfants malades ou défavorisés. Et notez bien les dates de la prochaine édition de la No Finish Line à Monaco du 16 au 24 novembre 2024, toujours du côté de Fontvieille. Une édition anniversaire puisque l'événement fêtera ses 25 ans. Nous sommes déjà le 16 juillet. Certains profitent de leur été, d'autres en rêvent. Mais comment bien préparer ses vacances? Ce soir, nous avons demandé conseil à un spécialiste enquêteur pour l'un des plus grands guides de voyage dont la réputation n'est plus à faire, le guide du routard. Bonsoir Fabrice Doumergue. Bonsoir. Il y a toujours deux profils de voyageurs, ceux qui s'y prennent à l'avance et ceux qui attendent la dernière minute. Finalement, quelle est la meilleure façon de préparer ses vacances? Les deux sont bonnes. En revanche, il faut vraiment les préparer. C'est un des secrets de bien voyager, c'est vraiment d'arriver à un endroit sans le connaître. Il ne faut pas regarder toutes les images avant, sinon voilà, on a déjà défriché la chose. Mais en revanche, il faut vraiment se préparer, savoir si on y est au bon moment, avec le climat par exemple, avoir des petits détails pratiques comme par exemple comment vont être connectés les équipements électroniques. Est-ce qu'on est en 110 volts ou en 220 volts? Enfin, des petits détails comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Le vaccin, les visas aussi, par exemple? Oui, les visas, super important. Les visas, c'est vraiment quelque chose de primordial parce que ça peut prendre parfois du temps. Donc, il faut vraiment parfois s'y prendre à l'avance. Ça peut être 3 semaines, 1 mois. Ça peut être un visa électronique. Ça se pratique de plus en plus. Auquel cas, ça peut prendre quelques jours. Et puis parfois, on a la mauvaise surprise aussi que le visa soit refusé. Donc, il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Et chaque pays a sa spécificité. Pour regrouper tout ça, en fait, toutes ces informations, il y a un élément, c'est le guide de voyage. Et dans ce guide de voyage, vous avez des généralités qui vont vous dire quelles sont les formalités avant le départ, comment vous préparez votre voyage, qu'est-ce qui vous attend sur place en termes de circulation, est-ce qu'on loue plutôt une voiture, est-ce qu'on peut pratiquer le pays en bus ou en train, parce qu'on n'a pas trop envie de s'ennuyer avec une voiture, ou même des fois c'est un peu compliqué, conduite à gauche ou autre. Et ça, le guide de voyage, l'avantage, c'est qu'il fédère toutes ces informations-là. Comment se traduit votre travail d'enquêteur, d'ailleurs, Fabrice? Donc, notre métier va consister à aller vérifier les informations qui sont déjà dans le guide. Donc là, on fait une vérification exhaustive. On visite tous nos hôtels, tous nos restaurants. Tout ça, on le fait incognito.
C'est vraiment une des choses importantes pour nous. Et puis ensuite, on va préparer en essayant de trouver sur des forums par rapport aux courriers de lecteurs qui sont vraiment une source d'information extrêmement importante pour nous. On va essayer de trouver le bon petit resto dont on n'avait pas parlé jusqu'alors parce qu'il n'existait pas ou parce qu'il n'était pas encore mûr pour être cité. Idem pour les chambres d'hôtes ou les hôtels. Et donc, on va vraiment chercher les bonnes pépites à vous annoncer pour l'an prochain. Oui, des coins secrets, des bonnes adresses, et ce pour tous les porte-monnaies. Oui, et je dirais que ce travail continue sur place, c'est-à-dire que on n'est pas seulement, on prépare le voyage, mais on n'arrête pas dans la journée de changer 10 000 fois notre planning de travail. C'est-à-dire qu'on nous indique une adresse, ça nous arrive même, moi j'ai eu le cas à Tokyo d'avoir l'impression de faire le tour de la ville parce qu'on y a passé 10 jours. Et le dernier jour, je rencontre une Française expatriée qui me dit, écoute, j'ai une petite adresse qui est complètement folle, une espèce de speakeasy à la japonaise, l'adresse où il n'y a pas d'enseigne, il faut taper à une porte, etc. Et là, on y est allé le soir et c'était la plus belle découverte. Après 10 jours, on pensait connaître tout Tokyo par cœur. Et bien, il nous manquait celle-là. Finalement, c'est ça qui fait la magie d'un voyage. On va au gré des rencontres, au gré des échanges. Ah oui, absolument. Absolument. Mais même en tant que voyageur, vous avez votre guide du routard. Mais si vous êtes au bar, vous discutez avec quelqu'un qui vous dit, écoute, va voir tel... C'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que le routard s'est créé. On est une tribu, finalement. Va voir cette petite adresse là, elle est inconnue. On est à Monaco, vous êtes à Monaco, le club des boulistes. On l'indique dans le guide du routard. Pourquoi? Parce que c'est l'adresse que les monégasques connaissent parfaitement et c'est la bonne façon d'aller faire un très bon repas le midi et en même temps de le faire dans une ambiance routarde, c'est-à-dire des protractés avec des gens du cru. Et on s'adresse vraiment à des lecteurs qui ont cette envie en fait de découvrir les autres. Oui, c'est devenu un guide référence pour les voyageurs. On a l'impression qu'il n'a pas été impacté par la concurrence d'Internet. On voit régulièrement les voyageurs avec le guide à la main. Alors, c'est un des gros avantages, c'est que quand vous êtes en voyage, vous avez votre tablette, votre téléphone smartphone 5G de dernière génération. Si vous avez un problème d'électricité, vous êtes dans le noir. Alors que quand vous avez cet engin en main, finalement, il n'est pas waterproof. Mais en revanche, il va résister un peu à tout. Et si vous avez un moustique dans votre chambre qui vous ennuie, il vous permettra même d'aller le taper contre le mur. Donc non, c'est vraiment c'est quelque chose qui est rustique et qui est prouvé par 50 ans. On a fêté 50 ans l'an passé et ça fait 50 ans que pour l'instant, on n'a pas fait mieux. Parlons peu, parlons bien, Fabrice Doumergue. Est-ce qu'il y a des destinations que vous nous conseilleriez pour l'été, même si vous avez déjà voyagé à travers le monde et découvert des centaines peut-être de destinations? Alors, un peu plus de 100, oui, effectivement. Je crois 140, 150, j'ai pas tenu le décompte, mais pas mal de destinations. Alors ça, vraiment, on a souvent des amis qui me disent, mais qu'est-ce que tu conseilles? Donc c'est vraiment, le voyage, c'est une alchimie. Donc il faut voir d'abord le centre d'intérêt des uns et des autres. Est-ce que vous êtes en tribu, c'est-à-dire en famille, avec des amis? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes tout seul? Est-ce que vous aimez l'architecture, la culture ou plutôt la nature? Et tout ça, ça va créer des envies. Et là encore, un bon truc, aller sur routard.com, ça c'est vraiment une référence maintenant pour les voyageurs. On y trouve les bons moments pour partir dans les différentes destinations, on y trouve les envies et on y trouve surtout des forums de voyageurs. Voilà, c'est tellement variable que moi j'ai un coup de cœur pour toutes les destinations. Ça dépend de l'alchimie de chacun. Et de la préparation, on l'a bien compris. Merci beaucoup Fabrice Doumergue d'avoir été notre invité ce soir et pour tous vos conseils en cette période estivale. Merci. Merci à vous. Et cette période estivale rime souvent avec plaisir, de la plage. Le maillot de bain est devenu au fil des années un accessoire de mode aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet ont enquêté du côté du Larvoto pour lever le voile sur les tendances de l'été. Regardez. Du classique maillot de bain noir au plus coloré, vous avez chacun vos astuces pour vous parer à la plage. Moi, je choisis toujours la même forme pour avoir les mêmes marques de bronzage, c'est tout. Et les couleurs fluo, ça fait ressortir le bronzage. Le vert qui refait surface cette année, on le trouve dans plusieurs motifs. Nous avons après l'or, la couleur or qui est très vivante, qui fait penser au soleil, qui est là. Et puis après, beaucoup d'imprimés aussi. Rayures ou motifs colorés, les hommes aussi ont droit à la fantaisie. Vous voyez aussi maintenant, nous montons
dans le rose pour les messieurs, tout ça, ça prend bien. Les chemises en gaze de coton, elles se marient avec les shorts. Mais après aussi, nous sommes dans les couleurs, comme je vous disais, pour les messieurs, sur d'autres imprimés. Parce que les messieurs aussi aiment la couleur, il n'y a pas à dire. Il est beau ton maillot de bain? Oui. Il y a quoi dessus? Le Pokémon. Le maillot de bain devient un vêtement à part entière. Avec de belles associations, il peut se porter en toutes circonstances. Nous avons de très beaux une pièce qui, dirais-je, sortent très bien le soir ou en ville. Vous les mettez avec un pantalon, comme on dit, flair maintenant. Le soir, avec une belle chemise, vous avez la robe assortie, robe longue, qui n'est pas spécialement robe de plage. Elle sort très bien en ville le soir, comme vous voulez, au choix de chacun. Maintenant, le paréo est en perte de vitesse, quand même, les grands paréos. Mais c'est vrai, il y a de belles robes, de belles tuniques qui sortent très bien. Quand je viens au Larvoto, je mets un maillot très pratique, que j'ai juste à enfiler pour nager. N'oublions pas que la tendance, c'est l'idée qu'on s'en fait, le principal étant d'être bien dans son maillot de bain. Et avant cela, n'oubliez pas la crème solaire. Dans le reste de l'actualité, après l'Euroleague, la Betclic Elite a dévoilé aujourd'hui son calendrier pour la saison 2024-2025. Le championnat reprendra le 20 septembre prochain avec une nouveauté cette année, un play-in du 20 au 23 mai. Le programme s'annonce passionnant, il débutera le 21 septembre pour les Monégasques, champions de France en titre, avec un déplacement à Saint-Quentin avant une première réception de la SIG à Gaston Médecin le 28 septembre. Coup de projecteur à présent sur cette marque Made in Monaco. Son nom d'ailleurs fait référence à l'histoire de la principauté. Monoïkos vient de lancer une nouvelle collection. Elle rend hommage à un lieu qui offre une vue exceptionnelle sur la Méditerranée, le jardin exotique. Sarah Inkari et Alexa Vial vous en disent plus. Pour la marque monégasque, Monaco est une source d'inspiration sans limite. Après avoir lancé différents produits autour du prince Albert Ier, du Grand Prix ou encore des bateaux iconiques de la principauté, la Griffe, née en 2022, met en lumière les jardins de Monaco avec sa nouvelle collection commercialisée en ce mois de juillet. Monoïkos 1297 a décidé de lancer une collection des jardins de la principauté puisque Monaco est une des villes les plus vertes dans le monde. C'est la deuxième ville la plus verte en Europe. Au kilomètre carré, c'est là où vous avez le plus d'espace vert. Sachant que tout ce qui est nature tient beaucoup à cœur au gouvernement princier, ça nous permettait nous aussi de mettre en valeur cette qualité de la principauté. Dans cette collection, on retrouve différents accessoires mixtes apportés au gré de ses envies. La collection des jardins exotiques cette année est composée de 4 produits. Le malicieux, qui est un ruban qu'on peut nouer de 1001 façons autour de la tête, autour des cheveux en queue de cheval, autour du cou, en accessoires sur le poignet, en accessoires sur le sac, en accessoires sur un chapeau, en ceinture. Sinon, nous avons aussi développé la pochette jardin exotique, la pochette ou bandana, la pochette que l'on met pour les hommes dans une poche de costume. Après, vous avez l'étole paréo, l'étole qu'on peut porter en étole, qu'on peut porter en paréo, mais qu'on peut aussi porter en bustier, qu'on peut aussi porter en écharpe, soit à la masculine, soit en forme de triangle. Et puis, nous avons lancé le grand carré de soie en 135 par 135. C'est un carré de soie très généreux. Et là, pareil, vous l'utilisez de 1001 façons. C'est le propre même de nos collections. Idéal pour un cadeau, d'autant que les produits de la maison sont éco-responsables et ses fournisseurs sont tous implantés dans un rayon de 250 km de la principauté. Par exemple, nos bougies sont 100% naturelles, c'est-à-dire que la cire est une cire végétale et une cire d'abeille. Nos verres sont soufflés en Italie à Savone, le parfum a été fait à Grasse, les bougies sont coulées à Grasse et tous nos packaging, donc en particulier le packaging de la bougie, est fait à Monaco par l'entreprise Doro. Pour rappel, le nom Monoïkos fait référence à l'une des toutes premières mentions de Monaco retrouvées dans les textes grecs. Quant à 1297, il s'agit d'une date que nous connaissons bien, un clin d'œil à la fondation de la dynastie des Grimaldi. Jetons un coup d'œil à présent à vos prévisions météo. Bonsoir Christine Datomel, quelle est la tendance pour la journée de mercredi ? Bonsoir à tous. Mercredi, même si quelques passages nuageux sont prévus dans la matinée, la journée sera ensoleillée accompagnée de températures estivales. Le thermomètre grimpera jusqu'à 28 degrés Celsius. Et puis sinon, demain, nous fêterons les Charlottes.
Oui, Charlotte, un prénom bien connu dans l'histoire de la principauté. Merci Chrisinda et merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal est à présent terminé, mais l'information continue sur notre site internet et nos réseaux sociaux. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana, maillot jaune, maillot à pois, casquette. La caravane des produits dérivés du Tour de France a pris ses quartiers en principauté à quelques jours de la dernière étape entre Monaco et Nice. Retrouvez d'ailleurs toutes les informations utiles sur la grande boucle à Monaco sur letoursAmonaco.gouv.mc. Excellente soirée à tous et à demain 19h pour un nouveau JT sur Monaco Info.